Donc je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Sylvain, je suis dev.net depuis 9-10 ans, quelque chose comme ça. Je suis passé par pas mal de boîtes. Aujourd'hui je travaille chez Webnet, qui l'agence me défraye un peu pour ce soir, donc j'ai bien accepté de mettre le logo. Ils sont sympas. Donc je vais vous faire un retour d'expérience vraiment paléontologique, puisqu'on est sur une migration vraiment ancestrale vers quelque chose de plus moderne. J'espère que ça vous intéressera. Autant que moi, ça m'a intéressé de le faire, puisque mine de rien, c'est toujours, ça peut être intéressant. Donc je vais vous parler de quoi ce soir? Je vais vous présenter le contexte, le client, l'appli, la SS2I, un peu comment tout ça s'est mis en place, les différentes phases, les prises en main techniques, fonctionnelles, l'audit, les précaux qui ont pu être arrivés, le dev et puis les murs que je me suis pris, parce que c'est pour les décrire que je suis là. Les points techniques cruciaux, c'est du teasing, la partie accès base de données, les bibliothèques tierces, et puis les écarts qu'on a entre un .NET 1 et un .NET 4. Et puis pourquoi ça marchait, puisque je donne déjà la fin, c'est une migration qui s'est plutôt bien passée, et il y a des facteurs qui font que ça a pu marcher. C'est important de les mettre en avant. Et puis à la fin, une petite remise en question, est-ce que j'aurais pu faire mieux autrement, compte tenu du contexte. L'idée, c'est en fait un peu de vous présenter comment on est passé de ça, donc un truc paléontologique, à ça. Alors en vrai, l'appli, elle n'est pas aussi classe que ça, c'est un peu présomptueux, mais j'aime bien ce vaisseau. Alors un peu de contexte. Le client, en fait, c'est une entreprise qui a un format, on va dire, PME. J'ai le droit de le nommer, ils m'ont donné l'accord. C'est une boîte qui s'appelle MDP, qui est sur Néron, qui est un banlieue proche de Lyon, qui fait de la micromotorisation. Si vous avez fait un peu d'aéromodélisme, des trucs comme ça, c'est ce genre de moteur-là, des petits moteurs électriques. Et ils ont été, depuis quelques années, 2-3 ans, quelque chose comme ça, ils ont été rachetés par un groupe international qui s'appelle Maxon Motors, qui a des références, entre autres, qui équipe Airbus et puis le rover qui se promène sur Mars. Donc ça pose une boîte. Mais moi j'ai travaillé vraiment avec la partie PME, et le rachat va avoir son importance. Au sein de cette PME, moi j'avais un interlocuteur informatique unique. Donc c'est un ancien dev de métier. Il est responsable de l'informatique de sa boîte et il n'a plus le temps de gérer de maintenir son appli. Quand je dis responsable informatique de sa boîte, c'est quand il y a des utilisateurs dans la boîte qui l'appellent mon PowerPoint ne marche plus, j'arrive pas à imprimer, il va les dépanner. Puis quand ils mettent un nouvel ERP en place, c'est lui qui pose les VM, qui configure tout ça, donc il fait un peu un grand écart. Donc coder son appli, il avait plus trop le temps. L'application, c'est globalement une petite application avec, on a une quarantaine d'écrans, niveau base de données, une cinquantaine de tables. On n'est pas sur une volumétrie absolument faramineuse. On est en VB.NET 1.0, donc ça c'est la partie qui commence à faire moins marrer, on est en VB. Ça a son rôle aussi, parce que moi je milite pour C# et quand je retombe sur VB, à chaque fois ça redemande un temps d'adaptation, je sais plus lire, je sais plus coder en VB, mon cerveau oublie systématiquement tous les 2 mois toute la syntaxe de VB, donc il faut la réapprendre. Pas d'Ajax, quasiment pas de JS, on est sur une appli vraiment d'époque, avec du postback sur tous les clics, c'est assez ancien. Quelques bibliothèques tierces passablement datées, surtout une, je vais en parler, parce qu'elle m'a fait beaucoup de mal. Et donc la problématique globale, donc il y a des utilisateurs, ils ont beau être nombreux, ils râlent un peu. Le pire, c'est qu'ils ont quelques bonnes raisons de râler. Il y a des bugs qui sont des fois un peu rédhibitoires. J'ai une grille qui s'affiche, je suis sur la page 10, je fais une recherche qui me remonte 2 pages de résultats, écran d'erreur. Ça fait rager, c'est tout bête, ça aurait pris 1 heure à corriger, mais voilà, c'est en plan. Le responsable d'info n'a pas le temps de s'en occuper. Et accessoirement, donc la société MDP a discuté avec le groupe, et en fait cette application-là,
On n'a pas d'équivalent au sein du groupe. Il y a vraiment une plus-value interne sur cette application et ils aimeraient bien l'apporter au niveau du groupe. Sauf qu'en l'état, ils n'osent pas. Clairement, ils disent on va passer pour des brels, ça ne va pas marcher, on n'arrivera jamais à faire passer ça. Ça fait un petit peu ça. C'est un peu l'effet que ça donnait. C'est un outil, super outil, vous allez pouvoir faire Paris New York en toute sérénité. Ça peut le faire, hein, mais c'est risqué, quoi. C'est un petit peu l'idée que ça donnait. Encore un tout petit peu de contexte pour démarrer. La SS2I, comment le client est arrivé chez nous? En fait, il avait démarché toutes les boîtes lyonnaises qu'il connaissait, les Sopra, Cap, CGI, Atos. Et en fait, voilà, à chaque fois, il avait un tout petit budget. On lui a dit, ça ne nous intéresse pas, au revoir monsieur. Il a fini par tomber sur nous, je ne sais pas comment. Il s'est retrouvé au téléphone avec ma commerciale. Du coup, qu'il a proposé une approche simple, on a pris un contact pour essayer de cerner son besoin, parce que le commercial n'avait pas compris grand-chose à son besoin. On y est allé, moi je me suis présenté, j'ai essayé de lui vendre du rêve, j'ai fait des claquettes, avec moi l'appli elle va rouler, ça va être super, et au final, il a signé, ça a marché. Donc ça c'était pour la partie un petit peu vente. Donc là on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Avec la première phase du projet, pour le timing, ça s'est passé ça à peu près l'été dernier, entre août et septembre. Donc il y a eu un audit IMPOC. Comment on est arrivé là-dessus? C'était la bonne idée de ma commerciale, c'était de vendre un audit. L'objectif, c'était de pouvoir étudier l'existant, parce qu'on nous disait tout de suite, oui, il faut corriger les bugs, il y a des utilisateurs qui veulent des nouvelles fonctionnalités, il faut migrer. Oui, mais d'abord, il faut savoir sur quoi on va travailler. Donc on a pu étudier l'existant, on pouvait, à partir de cet audit, proposer des chantiers techniques, étudier, proposer un chiffrage de tous les packages d'évolution dont il y avait, sans oser le formuler jusque-là. Et moi, comment j'ai mis à profit ce temps? Donc une fois que j'ai eu les sources, j'ai pu prendre en main vraiment, d'un point de vue technique, l'appli, étudier un peu l'archi, les pratiques qui étaient en place, comment tout ça tournait, parce que les utilisateurs râlaient, mais l'appli fait quand même le job, donc ça marche. Il fallait voir ce qui fonctionnait. J'ai eu une phase d'échange avec les utilisateurs autour de leurs besoins, quels sont recensés les bugs, quels sont les écrans qu'ils voudraient avoir, les petites fonctions qui vont bien. Donc là, j'avais plus mon interlocuteur informatique, j'avais directement en face des utilisateurs, qui sont des ingénieurs, des physiciens, qui n'entendent rien informatique, qui n'ont jamais bossé sur un projet informatique. Et j'ai réalisé un POC sur la migration, pour essayer de tracer les gros écueils, essayer d'élaguer des choses, et pouvoir derrière sortir des chiffrages qui étaient cohérents. Donc le POC, pour l'anecdote, première journée, 17h30, voilà où j'en étais, j'avais tout cassé, c'était intenable. Vous comprendrez après pourquoi, mais c'était, voilà, je maîtrise la situation. Mon manager qui me dit ça se passe bien, le POC, l'audit, oui, très bien. Tout va bien. Donc première grosse galère, Entreprise de la librairie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là, moi je ne connaissais pas. En V1. Voilà. Qu'est-ce que c'est Entreprise Library? Donc c'est un package d'outils qui était à l'origine destiné au développement d'applis d'entreprise. Il y avait tout un tas de DLL, tout un tas de fonctions qui allaient bien pour faire de l'accès à base de données, faire du log, du traitement d'exception, plein de choses. Et ça a aussi joué un rôle de labo pour Microsoft qui en fait prenait des fonctions qui étaient sympas dans Enterprise Library, qui les sophistiquait, qui les mettait au propre et qui intégrait ça soit à .NET, soit sur des briques un peu plus cossues. En fait, Unity à l'origine c'était une petite brique dans Enterprise Library, un peu d'injection de dépendance. Et c'est complètement sorti et c'est devenu Unity. C'est aussi un truc qui m'a posé problème. Donc le hic. La V1, elle pouvait cibler, enfin a priori c'était V1, j'avais regardé dans les détails de l'assemblée, ça me disait version 1.0, enfin 1 quelque chose. Ça pouvait cibler que du .NET 1, donc c'est-à-dire que en l'état, je pouvais même pas faire tourner l'appli sur ma machine, j'avais pas le runtime 1.0. Donc avant même la migration, j'avais du mal. Donc j'ai pris une approche un peu barbare, en mode empirique, on y va, on essaye, on voit ce qui se passe. Donc j'ai pris
j'ai pris ma solution, je l'ai passé dans Visual Studio 2015, j'ai fait cibler .NET 4.5, j'ai viré tout ce qu'il y avait dans Enterprise Library, j'ai regardé le guide, j'ai fait ah, il y a plein de librairies, il y a des mises à jour, on a en V5, V6, c'est super. Ça se trouve, ça va bien se passer. Quand on saute 4, 5 versions d'un coup, on perd un truc vachement important dans les migrations de versions, c'est la case obsolète. Migration, attention, la méthode elle est obsolète, on sait qu'on a encore un peu de temps pour aménager, on est prévenu que attention, ça va disparaître. Quand ça disparaît complètement, on ne sait pas par quoi le remplacer. Donc voilà, le corollaire, c'est que la plupart des méthodes originelles, c'était juste absent des nouvelles versions, ça n'existait pas, j'avais pas, les noms de classes avaient changé, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver quoi que ce soit. Au final, j'avais plus de méthode d'injection, puisque tout était passé dans Unity. Tout ce qui était accès base de données, c'était parti. J'avais plus de log, j'avais au bas mot plus grand chose. En premier lieu, 400 compile, ça c'est de mémoire. Ça devait donner quelque chose comme ça. Et j'ai donc dû procéder à une réécriture drastique pour faire fonctionner le tout. Enterprise Library, il y avait des fichiers de paramétrage assez chargés. C'était éclaté en plusieurs fichiers. Ça restait lisible, mais il y en avait de partout. Et j'avais plus rien de compatible avec les nouvelles versions. Les formalismes avaient changé. Donc il a fallu jongler entre réécrire de la config, réécrire du code qui utilisait cette config pour essayer de faire fonctionner le tout. Vu que j'ai eu une approche un peu empirique à essayer de tout faire en même temps, ça a été problématique puisque j'avais plus grand chose qui fonctionnait et essayer de tout faire fonctionner en même temps, c'était un peu délicat. Mais concrètement, c'est la partie accès aux données qui m'a le plus embêté sur le POC. Parce que je ne pouvais pas accéder aux données, donc je ne pouvais pas afficher l'appli. C'était à la limite sur un POC que ça log pas, que les exceptions m'affichent des écrans d'erreur. C'est pas très grave. Je voulais juste un POC pour pouvoir parcourir l'appli. Là, sans accès base, c'était plus compliqué. Alors on va jouer une petite devinette. Je vais vous montrer un bout de code. Il va falloir deviner ce qui était devenu inutilisable sur la partie base de données à la migration. Donc on a une fonction toute bête, une fonction c'est bon si vous voulez. On a une fonction toute bête, une fonction statique qui prend 2-3 paramètres en entrée, qui nous renvoie un data reader, et puis on a un classique, on crée une instance de base, on va récupérer une procédure stockée, on injecte des paramètres, on fait un execute reader. Ça a l'air très bien. Qu'est-ce qui marchait plus là-dedans? Ça. Puisque le type il n'existait plus. Le database factory non plus, j'avais plus. La méthode là, j'avais plus non plus. Et puis les méthodes d'ajout de paramètres, j'avais plus non plus. Donc en fait, tout ce qui me restait, c'était juste l'execute reader. L'exception policy non plus, ça marchait pas en dessous, mais ça c'était pas grave. C'était secondaire à ce moment-là. Donc à ce moment-là, ça fait, sachant qu'il y a des centaines de méthodes comme ça fait quand même pas mal d'erreurs. À ce moment-là, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je bascule sur un entity, il va me rapatrier toutes les procédures stockées, il va me créer les outils qui vont bien pour accéder à tout ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément, parce que du coup, je perdais toutes mes méthodes, je perdais mes signatures, j'allais devoir impacter tout le code, je suis un POC, alors pour la partie audit, j'avais 12 jours. Ça incluait un POC, une étude de l'appli, prise en main du code, interview des utilisateurs, et puis formalisation, cahier des charges, chiffrage, tout ça. Donc 10 jours, ça va assez vite. Le POC, je m'étais fixé, je m'étais fixé 4 ou 5 jours. Je pouvais aussi réécrire toute l'appli à ce moment-là, et puis si j'y arrivais, ça allait être compliqué de vendre les égos par la suite. Je ne pouvais pas le faire. Donc voilà, je suis juste un POC, le but c'est pas de livrer un super code qui va marcher, qui va partir en prod, il faut juste que moi je puisse naviguer dans l'appli. Donc comment j'ai procédé rapidement? Là c'est le type dbcommand qui est classique. Ici je me suis créé un wrapper et puis j'ai pu faire un remplacement du texte à la bourrin dans tout le code. J'ai remplacé l'ancienne instance par ça. Le type database, c'était pas le même type, mais il avait le même nom, donc ça a été pratique.
Get Start Proc Command, celle-ci, elle était dispo dans les nouvelles DLL d'Enterprise Library. L'ajout de paramètres, alors c'était compliqué, il y avait plusieurs types de signatures différents. Je ne pouvais pas facilement réutiliser des méthodes existantes, donc je me suis sorti des méthodes d'extension à moi qui avaient le même nom, qui reprenaient les signatures qui étaient en place. Sinon, je pense que j'en avais pour 3 semaines et juste changer les injections de paramètres, ce qui est un peu balai. Alors les gains que j'ai eu sur cette approche, vous voyez, j'ai changé juste des éléments de code, j'ai gardé mes signatures, donc j'avais pas besoin de toucher aux appels. C'était le truc important à la base. Les méthodes d'extension, voilà, j'ai pas eu à réécrire tous les paramètres, j'ai envisagé, mais voilà, c'était ingérable. Le wrapper qui va bien pour remplacer en masse, l'ami de Factory, je l'ai déjà dit. Et à noter qu'en version finale, qui est en prod aujourd'hui, pour les requêtes SQL que j'ai pas réécrites, j'ai conservé un modèle qui ressemblait à ça. Parce que c'était. Voilà, ça fonctionne, ça impactait pas trop. Et je ne pouvais pas réécrire 100% de l'appli. Le but, c'était pas une réécriture totale. La question, je vous ai présenté du code. Il y avait un petit souci que j'avais pas vu au départ. Un indice, c'est dans la signature de la méthode. Donc ça, c'est ma méthode d'appel. Je ne sais pas si on a quand même une idée sur ce qui pourrait poser souci dans la signature. Là. Je vais préciser justement en vous montrant comment ces méthodes sont appelées, sinon ça ne marche pas. Donc là, je suis dans mon code BN de ma page ASP. Voilà ce qui se passait dans le code. J'ai ma data grid, bon, ça s'appelle data grid, hein, c'est pas beau, mais c'était comme ça. Je prends mon data source, je l'appelle ma méthode, et puis je fais un data bind. Avec le data writer dans le data source. Donc. Ça envoie un data reader dans le data source. Alors, on peut discuter, la pratique, c'est pas bien de faire passer des data readers, tout ça. J'espère qu'ASP.NET il ferme bien ses readers, j'espère. Alors c'était pas super maintenable parce que les champs affichés dans la grid sont définis dans le fichier SPX et du coup on les voit nulle part dans le code, ils sont dans la procédure stockée. Ça, de ma point de vue maintenabilité, c'est pas terrible. Mais en fait ça plante au runtime en .NET 4, ça compile très bien puisque data source c'est un object, mais ça plante au runtime. Donc à ce niveau-là du POC, j'avais déjà passé un certain nombre d'heures à faire compiler, à élaguer mes 400 erreurs de compile. Je suis content, ça compile, je lance mon appli, et là sur la page de login, j'ai une drop-down list qui charge les langues dans la base de données, et je plante à cause de ça. Ce qui est un peu ballot. Là on se dit quand ça compile, ça marche. Non, c'est pas vrai. Puisque les drop-down list donc étaient fichus pareil. Moi je veux juste parcourir l'appli, je veux pas tout réécrire à ce moment-là, parce que j'ai pas le temps. Je dois absolument voir les écrans à quoi ils ressemblent pour comprendre, quand je vais arriver devant les utilisateurs, comprendre de quoi ils me parlent. Si j'ai pas parcouru l'appli un minimum, je vais avoir du mal à saisir leur demande. Donc je me suis dit chaque chose en son temps. J'ai une première page qui plante, parce que c'était une erreur de procéder comme ça, je sais pas. Je vais gérer les drop-down lists. Qu'est-ce que j'ai eu comme choix pour gérer ça? Je parcours mon reader, je crée des DTO un petit peu propres, je fais un joli énumérable et puis j'embarque ça dans mon data source, c'est pas mal. C'est propre, du coup ça rend le truc un peu maintenable. Ou alors je surcharge la dropdown pour qu'elle puisse faire les data readers. Parce qu'en fait je vous ai montré l'exemple sur la data grid, mais j'avais pas encore vu que ça plantait aussi sur les data grid. Donc je pèse le pour le contre. Donc pour les DTO, j'aurais dû prendre les proc stocks, regarder les champs, comment ils s'appellent, créer les DTO, mettre en place la couche qui remplit mon énumérable, mettre à jour l'appel. Ou pour la surcharge, je crée le nouveau composant et puis j'ai juste à remplacer les occurrences dans le code ASP. Donc voilà, je vous laisse deviner le choix pour lequel j'ai opté. C'était un peu facile, donc voilà, j'ai juste réécrit une surcharge d'une drop-down list, c'est tout bête, hein, je transtypais comme un gros bourrin en data reader ma data source, je parcours, j'injecte et puis je vais chercher les champs qui sont définis. Du coup ça a marché, ça m'a permis de naviguer un écran plus loin,
puisque donc à passer le login, je tombe avec une super grid qui me faisait la même chose. C'est là que je me suis rendu compte que ça plantait aussi sur les grids. Donc à un moment, je me suis dit, ça a marché pour les drop-down lists, je vais peut-être faire pareil avec les data grids. Pour surcharger la data grid d'ASP.NET, j'étais un peu frileux. Juste la gestion des champs, ça me paraissait un peu plus compliqué que sur la drop-down list. Donc j'ai fait presque machine arrière, donc j'ai opté pour l'autre solution, là j'avais pas trop le choix. J'ai pris les champs qui étaient définis dans le fichier, dans l'ASP. Dans la data grid, j'ai pris les champs un par un, j'ai créé les classes avec les bonbons et j'ai fait rapidement une petite couche de converteur. Et je l'ai fait pour, je sais plus, entre 3 et 5 grids majeures, histoire de pouvoir parcourir les gros écrans de l'appli. Il y avait tout un tas d'écrans d'administration je savais que c'était pas intéressant, c'était juste de l'administration, des langues, des utilisateurs, des choses comme ça, c'était pas critique à ce moment-là. Mais voilà, avec cette couche-là, j'ai pu à peu près m'en sortir. J'ai pu faire tourner l'application sur du 4.5, mais avec des grosses dégradations. J'avais des écrans qui ne marchaient pas, il me semble qu'à ce moment-là, je ne loguais plus rien. Enfin, il y avait encore plein de choses qui n'allaient pas. Un petit bilan du POC, parce qu'à ce moment-là, c'est important. J'ai pu lever vraiment les gros loups. Voir qu'Entreprise Library allait me casser les pieds notoirement sur tout le dev. Voir que la partie accès aux données allait devoir être repensée pour pouvoir s'intégrer dans des composants un peu renouvelés. Des choses comme ça. Au final, j'ai pu trouver soit des solutions, soit des pistes. Au fur et à mesure, je voyais des portes de sortie. Et après ça, j'ai donc pu étudier le fonctionnel pour les futurs mondes utilisateurs. J'ai pu prendre vraiment le code en main. Une fois que ça tourne, on peut mettre des points d'arrêt, faire du debug, passer à travers les couches, voir un peu ce qui se passe. Je ne me suis pas marré tous les jours. Je vais vous dire que des fois j'aime bien ça, voilà, mais j'aime bien ça. C'est toujours, ça reste, sur ce contexte, c'était assez amusant à faire. Alors maintenant, les échanges avec le métier, les utilisateurs, donc il n'y a pas... Il n'y a pas une belle entité métier comme on a dans les grosses boîtes avec des gens qui discutent avec les utilisateurs, qui synthétisent un peu le fonctionnel global et puis qui ont l'habitude de parler à des informaticiens. Donc la conversation ici, je vais vous mettre, c'est juste un extrait d'échange. J'ai à peine caricaturé en fait. Donc moi, dans l'idéal, si vous imaginez en premier contact, qu'est-ce qui manque dans l'appli, comment l'application devrait fonctionner d'après vous? Ah bah pas comme maintenant, hein. Ça va bien se passer. En vrai, j'en ai eu qu'un comme ça. La plupart, ils ont vite compris, puis il y a une dynamique qui s'est rapidement faite. Ils ont compris que c'était juste une liste au Père Noël. On était en phase d'audit. J'allais pas coder tout ce qu'ils demandaient. On n'allait pas étudier toutes les demandes. De toute façon, il n'allait pas avoir le budget. Mais il y a un moment, il y en a un qui a formulé ça. Il fait, mais en fait, c'est une liste au Père Noël. Je sais pas si c'est faisable, mais je le demande quand même. C'est exactement la démarche qu'il faut avoir. Moi, si la faisabilité, le coût, c'est moi qui vais le définir, et puis après, on verra les priorités en fonction du budget. Donc, une fois qu'il y a eu ce déclencheur-là, ça s'est passé quand même un peu mieux. Donc, pour les bugs connus, les nouvelles fonctions, voilà, les formulés, ça s'engageait à rien. Moi, ça m'engageait juste à essayer de les synthétiser, de les résumer, et puis à essayer de les chiffrer. Ça m'a permis aussi de mieux cerner comment ils travaillent, sur quels écrans ils passent plus, sur quels écrans ils passent du temps, comment ils travaillent. C'est vrai que je n'ai pas expliqué, l'application, ils saisissent dedans toutes les caractéristiques techniques de leur moteur et les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes pièces. Si je mets un moteur, un transformateur, une carte de pilotage, machin, et en fait, eux, ils saisissent tout ça, ils ont des liens qu'ils peuvent faire, et il y a plein de choses qui étaient améliorables dans leur process. Ça m'a permis de mettre le doigt un peu sur tout ça. Conclusion de l'audit, puisque là j'arrive à la fin de la partie purement audit. En quoi c'était une bonne idée? Donc, j'en ai déjà parlé au début. À la base, le client il voulait être aidé, il voulait mettre à jour son appli.
sauf qu'il n'avait pas les moyens d'une régie. Lui, il voulait un engagement de résultat, il ne voulait pas partir sur une régie qui allait durer, personne ne pouvait lui dire combien de temps. Il préférait repousser ses budgets et ses délais, mais il voulait maîtriser un petit peu sa dépense. Donc il avait un budget pour l'audit, donc on a fait l'audit, c'est rentré dans le budget. Pour lui c'était important. Ensuite, moi je voulais pas balancer du chiffrage sur une appli que je connaissais pas. Des fois il y en a qui me demandent ça. Ah, mais il y en a pour combien de temps? Laissez-moi le temps de prendre l'appli en main, on verra. Notoirement, c'était rentable pour ma boîte parce que l'audit, ça s'est vendu plutôt, je veux dire, un TJ un peu stratosphérique. Le client n'a rien vu, donc c'est passé. C'était très bien. Et puis moi, ça m'a permis de produire un premier résultat. Donc j'ai sorti un document d'analyse technique avec des précaux. Il y avait aussi une partie fonctionnelle où je redéfinissais toutes les demandes qui m'avaient été faites, les bugs qui avaient été relevés. Et puis le chiffrage pour mettre en place tout ça. Du coup, avec un document un peu complet, le client était plutôt satisfait de l'analyse qui était faite. Le responsable informatique, il avait déjà lui sa vision de son appli. Il en connaissait très bien les travers et du coup, ça lui a donné pas mal de confiance. C'était conforme à ce qu'il attendait, mais en termes de coût, ça lui a pas paru déconnant. Moi, ça m'a surtout permis de sécuriser la suite. C'est-à-dire que les chiffrages que j'ai faits, je les ai faits en mon âme et conscience, entre guillemets. Ça m'a permis aussi de voir où j'allais partir. Je serais parti direct sur les devs, tous les loups que j'avais élevés, c'était risqué. Là, j'étais quand même plus serein sur la suite, j'avais pu élaguer Enterprise Library, j'avais élagué quand même une bonne partie des premiers problèmes, donc ça m'a vraiment permis de sécuriser la suite. La suite donc, la réal. Alors, je vais parler un peu gestion de projet. Je ne suis pas chef de projet du tout, mais des fois il faut le faire un petit peu. J'ai essayé de mettre un tout petit peu d'agilité dans ce monde de brut qui est systématiquement taillé en V. Je suis fier. Voilà, je l'ai dit, j'ai fait un chiffrage d'un ensemble de features à la fin de l'audit. Avant le démarrage des devs, on avait défini un PMV avec le client qui était plutôt souple et avec une projection sur une enveloppe de jours à consommer. En gros, sa direction lui a dit il y a X euros à passer. On a divisé ça par le TJM. Combien reste de jours? Voilà, ça fait 25 jours. Nous, on lui avait sorti un devis, l'intégralité, il y en avait pour 80 jours. Il y avait 25 jours, donc on a priorisé ce qui lui paraissait important. J'ai pas fait de sprint comme on fait en termes d'agilité, mais j'ai essayé de livrer quand même régulièrement, de faire des démos le plus possible, de maqueter, de ne pas passer 5 jours sur une feature sans un avis client. Sur 25 jours, 5 jours, c'est déjà foutu. Voilà, j'ai fait beaucoup de maquettage, enfin beaucoup. J'ai essayé au maximum de faire du maquettage. J'ai poussé le client à s'investir dans la vie de son appli, donc que ce soit mon interlocuteur informatique ou les utilisateurs. Donc lui, il allait les chercher pour dire il faut tester, il nous faut un retour, il y a une version en ligne, est-ce que c'est ça qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Enfin, c'était essayer d'avoir un peu de proximité. Et donc l'idée c'était d'éviter ça, je pense que vous le connaissez tous, celui-là. Voilà, il fallait, quand on a un projet qui est un petit peu long, des fois on peut se permettre des petits virages. Là en 25 jours, je ne pouvais pas me permettre de rater la cible. Ça allait être une cata. Celle-ci, je l'aime bien, je la ressors souvent parce que c'est vraiment, je trouve ça super symptomatique des écueils qu'on peut avoir quand on a l'effet tunnel du jeu cycle. Donc on va parler dev maintenant. Qu'est-ce que j'ai développé? Donc là, je parle du vrai dev, celui qui va partir en prod, pas le dev à l'arraché qu'on sort pour le POC. Un tout petit peu de contexte, j'ai 4 mois qui ont passé depuis la fin de l'audit. Donc j'ai fait l'audit en août-septembre dernier et j'ai attaqué les devs en février, qui m'ont pris à peu près tout le mois de février. Donc en 4 mois, j'ai pu oublier des choses. On a validé le PMV avec le client. Élément incontournable, évidemment, il faut migrer en .NET 4.
Il y avait quelques bugs dont je vous ai parlé sur la grille qui était à corriger. Et il y avait une nouvelle grosse feature avec une nouvelle fonction d'écran, de pop-up, tout ça. Et 3 ou 4 plus légères avec un petit peu d'ergonomie. J'en parlerai un tout petit peu après. Et j'ajoutais à ça, moi, mes objectifs sur cette appli. Je voulais globalement moderniser l'appli. Alors c'est cool parce que c'était déjà une appli qui était relativement propre. Il n'y avait pas non plus, j'avais pas d'appel, presque pas d'appel SQL dans mon code behind. Il y en avait deux trois, mais ça a pu être sorti. Je voulais quand même moderniser un petit peu moderniser les pratiques, les outils, les composants utilisés. Voilà, les pratiques que je trouve limites. J'ai essayé de veiller, je voulais absolument veiller à la maintenabilité et au perf. Moi, être dans le code behind et puis pas savoir quels champs vont transiter entre ma proc-stock et mon composant graphique, c'est un peu problématique. Essayer de veiller au perf tant que possible. J'ai trouvé 2-3 trucs qui étaient sympas. J'ai pu faire un peu d'amélioration de perf pour pas trop cher. Et donc le délai imparti, donc 25 jours tout compris. Réal, TU, recette, livraison, gestion de projet, tout 25 jours, tout faire. Et en équipe dédiée, il y avait moi. Donc c'est parti. On n'avait pas, voilà, le client n'avait pas les moyens de mettre en place une vraie équipe de dev avec une phase de spec, un chef de projet, donc j'étais tout seul. Donc on reprend les couches depuis la base. La base de données, qu'est-ce que j'ai fait sur la base de données? Ça va aller très vite. Rien. Je m'explique quand même. Il n'y a pas eu d'évo structurante avec des nouvelles données à manipuler. Toutes les évos, c'était des nouvelles vues, des nouvelles manipulations de données existantes. J'ai pas eu à stocker ou à traiter de nouvelles données. Donc pour ça, c'était plutôt pratique de ne pas avoir ça à traiter. Et j'avais aussi une volonté, vu les délais, de simplifier les livraisons en poussant que juste les versions de l'appli web, de ne pas avoir à relivrer de base. Je pense que j'ai gagné pas mal de temps. Parce que quand on livre en interne, à la limite, je peux repousser la base, mais on passe à un certain stade où le client fait la recette chez lui sur ses plateformes. S'il faut que je lui relivre la base, on a eu quelques itérations là-dessus. C'était cool de ne pas avoir, de livraison de base. Du coup, je monte d'une couche. L'accès aux données. Donc j'avais envisagé de proposer de basculer sur Entity, enfin en fait sur un ORM. Alors pour le coup, moi je connais Entity, je connais un petit peu Hibernate, je connais pas les autres. Il y en a plein des ORM, mais je connaissais pas les autres. Voilà, j'avais fait un chiffrage d'une bascule sur Entity. C'était pas prioritaire, c'était pour le client, c'était si ça rentre, autant le faire, mais faut pas le faire en priorité. Moi j'y ai pas mal réfléchi parce que ça m'aurait quand même été pratique pour les évolutions, puisque j'avais pas de nouvelles données, mais j'avais de nouvelles requêtes. Mais du coup, je me suis dit, je passe sur Entity, il faudrait idéalement que je puisse réécrire toute ma couche d'accès. J'avais pas envie de laisser une partie avec des appels de proc-stock et puis une partie en Entity. Je voulais un truc qui soit un peu uniforme. J'ai déjà vécu avec justement de l'accès Ado.net et puis de l'accès Entity. Quand on fait des recherches, on est sur une page, on se dit sur quelle couche je dois aller. C'est super pénible, je voulais pas lui laisser ça. Surtout que voilà, après sur les migrations de base, il faut passer sur 2 zones de code, c'est pas terrible. Mais je voulais quand même trouver une solution pour booster ma productivité, parce qu'elle quand même chez toutes les couches, créer tous mes DTO, ça allait prendre du temps. Donc je me suis tourné vers ce que le mode m'a appris, donc là c'est la pub pour le mode, venez, c'est vachement bien. J'ai tenté l'approche Query First. Alors ça c'est un mode qui a eu lieu il y a peut-être 6 mois, non, je sais plus. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'étaient pas là, Query First rapidement, donc c'était le premier argument de Simon quand il nous a présenté le truc. C'est pas un ORM, surtout pas, c'est tout le contraire. En gros c'est une extension Visual Studio qui va me générer du code issu des bonnes pratiques d'accès aux données, on va dire, et qui va générer du code pour accéder à la base à partir de l'arcade. C'est lui qui génère toutes les classes. Et ça m'avait paru intéressant.
Le problème que j'ai eu, c'est que QueryForce, ça génère du C#. Et j'ai appelé mon client, et je lui en ai parlé, il m'a dit ah, mais j'aimerais bien rester uniforme en VB. Je peux comprendre, hein, il a pas tort non plus de vouloir rester sur un truc. Au début, je m'étais dit c'est pas grave, je ferai un projet à côté, un projet d'Axable, c'était très bien. Mais il a préféré rester en VB. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur GitHub et puis je me suis dit que QueryForce va générer du VB. Donc je l'ai fait. J'ai codé en grande partie ça hors projet. En fait, j'ai commencé donc au bureau, je me dis QueryForce, j'ai récupéré le code, je commence à coder et en fait, j'avais jamais eu de projet de ce type-là, de génération de code. Et j'ai trouvé ça super sympa, donc j'ai passé un dimanche à m'éclater un peu là-dessus. Donc ça, c'était un peu la journée cadeau client et à ma boîte du coup. Euh, mais j'ai fait en sorte que QueryForce génère du VB. Alors, voilà ce que QueryFirst va générer dans votre solution. En gros, on a une solution où on crée une requête SQL dans Visual Studio. Lui, il va nous générer un fichier donc avec toutes les classes qui vont bien, d'accès pour faire des exécutes et tout ça, les couches de DTO, et puis une autre classe qui permet de faire il me semble qu'il permet de faire du tuning, que j'ai pas utilisé du tout. Donc moi, ça m'a paru pratique. J'écris ma requête, je fais je fais mon clic droit, ajouter un élément QueryForce, j'écris ma requête, je sauvegarde ma requête et il me sort tout le code derrière qui va bien. C'était plutôt confortable. Rapidement, ce que QueryForce génère dans les fichiers, donc il nous sort une interface qui porte le nom en général du fichier de requête SQL avec l'exécute, comme je vous disais, et une implémentation. C'est des pratiques classiques, on a des paramètres nommés, il reprend tous les paramètres qu'on a mis dans la requête, il les injecte automatiquement. C'est assez pratique. Mais j'ai quand même trouvé des limitations à utiliser ça. C'est ce que j'ai gardé au final. Mais du coup, j'ai quand même créé de l'hétérogénéité dans le code. Au début, je ne voulais pas éclater ma couche d'accès aux données, mais du coup, je l'ai fait quand même parce que j'ai pas pu repasser toutes les requêtes. J'ai pas eu le temps matériel. Après, voilà, j'ai deux sous-dossiers, mais les pratiques sont les mêmes. Je suis pas sur des classes complètement différentes. J'ai pas un EDMX à mettre à jour et puis des requêtes à étudier dans la base. Ça reste globalement un peu plus uniforme. Sauf voilà, autre limitation, c'est que l'appli était basée que sur des proc stocks et moi je suis resté sur des requêtes embarquées par QueryFirst. QueryFirst, les requêtes elles sont embarquées en ressources dans le code compilé. Donc là-dessus il y a un petit écart. Maintenant, bon, après ça se discute. Moi, au final, c'était un moindre mal. Je pense que j'ai quand même pu pas mal avancer. Les avantages, donc passer les écueils et les bugs de mon adaptation en VB, parce que c'était pas non plus simple tout de suite, j'ai plus jamais perdu de temps. Je passais juste du temps sur la logique de ma requête. Et puis sauvegarder, voilà, j'ai tous mes accès, ça se fait tout seul. C'était le gros avantage, j'ai pu booster ma productivité là-dessus de manière assez importante. En conclusion, si vous ne voulez pas une usine à gaz, un gros ERM pour une petite appli, QueryFirst pourrait effectivement vous sauver les fesses. Et si un jour vous en avez besoin pour faire du VB, appelez-moi. Aujourd'hui honnêtement c'est cracra ce que j'ai fait, je l'ai fait vite fait. Et puis QueryFirst a évolué un petit peu, j'ai pas mis à jour ce que j'avais fait, mais je pourrais faire l'effort de vendre une copie, c'est même pour intégrer ça dans le plugin, mais en l'état c'est pas publiable, on va dire, ça marche bien dans son coin, mais il faut avoir potentiellement l'extension en debug de l'autre côté pour corriger des points assez régulièrement. Mais sérieusement, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, les grids. Alors, les grids, comme je l'avais vu pendant le POC, j'avais un sérieux problème avec les data grids.
Je vous en ai parlé, les utilisateurs aussi, avec en fait elle concentrait quasiment le quart des bugs connus. Je vous ai dit le coup du filtre, s'il y a moins de pages que celle sur laquelle on était, ça plante. Il y avait des problèmes aussi d'ergonomie. Tous les boutons étaient en post-back, donc faire clic droit ouvrir dans un nouvel onglet, c'était pas possible. Il y avait pas mal de limitations comme ça. C'était vraiment problématique. Et sachant que la quasi-totalité des écrans de l'appli ont au moins une grid, je me suis dit, là c'est un point crucial, je peux y passer du temps, ça vaut le coup. Il y aura un vrai retour, il y aura un vrai retour positif, je pense, pour le client, pour les utilisateurs. Donc les grids avant, comment ça se passait en gros? On l'a vu tout à l'heure, hein, on a un data source qui prend un data reader, on fait un bind. Sur le data bond, on appelle une procédure stockée, vous allez voir, c'est sympa. Et puis sur les commandes, on fait un page pour en direct. Ça a l'air sympa. Dans le code, ça ressemble à quoi? Donc ça, on l'a vu, on a le data source, on lui filait le data reader. Ça, je me suis dit, il faut absolument que je m'en débarrasse. Sur l'item commande, donc là, c'est vraiment tous les clics boutons. On a, eh ben, si je suis en edit, je fais un response redirect. Si je suis en delete, je fais un response redirect. Non, vous ne pouvez pas faire juste un lien à l'origine pour pousser vers les autres pages. Donc je me suis dit ça aussi, on va y gagner plutôt que de poster une page et puis de rediriger sur une autre, de partir directement sur la bonne, ça me semble plutôt sympa, en sachant que toutes les commandes sont limitées à ça en fait. Il y en a très peu qui embarquent un code et une logique. La plupart du temps, c'était une redirection vers une autre page qui, elle, faisait le boulot. Et donc la partie, moi, que j'ai trouvé super sympa, c'est sur le item data bound. Donc en gros, pour chaque ligne de ma grid, je vais essayer d'aller récupérer un bouton et puis je vais faire une requête en base de données pour voir si j'ai le droit d'afficher le bouton. Pour chaque ligne, j'ouvre une connexion, je fais ma requête, je ferme ma connexion et je dis est-ce que je peux ajouter le bouton ou pas. Ça, voilà, il faut faire quelque chose. L'appli n'en est pas trop parce qu'il n'y a pas une volumétrie de dingue. Mais s'ils doivent passer ça sur un groupe et passer de 5 utilisateurs à 500 et que la plateforme ne suit pas, je voulais absolument pas laisser ça comme ça. Sachant qu'une bonne partie des procédures stockées, à un moment, ils ont dû se dire non, mais celui-ci, de toute façon, on ne peut pas les effacer, ces données, ça doit être fait à l'admin. Donc la procédure return false. Vous auriez pu l'enlever, les gars. Enfin, c'était. Mais on garde des ouvertures, fermetures de connexion. C'était sympa. Donc en synthèse, avant, à quoi ça ressemblait? Je passe le data reader dans le data source, j'ai une proc stock pour chacune des lignes de la grille qui est appelée, en plus de celle de base. J'ai des liens vers d'autres pages en post-back qui rendent clic droit inopérant. J'ai des grids qui sont full ASP, donc dès qu'on fait page suivante, on recharge toute la page. Et du coup, je recommence ma boucle avec tout ça. On va le faire. Voilà, je vais le faire et on va réécrire tout ça. Donc sur quoi je suis parti? Les grids, c'est ce qui m'a pris une grosse partie du temps sur le dev. Donc côté base de données accès, c'était pas infaisable de faire tourner en une seule requête SQL. J'ai sorti mes compétences SQL, ça se faisait. J'avais un set query first pour y accéder. Côté SPNet, j'ai zéro code behind, j'ai pu utiliser un composant Kendogrid que j'initialisais en JS. Et des data sources qui pendaient sur une couche de service REST en WCF. Et côté WCF, en fait, c'est juste des méthodes passe-plat qui appelaient ce que QueryFirst avait à proposer. Sur toutes ces grilles, il n'y avait pas de logique métier, c'est juste purement de la manipulation de données. J'insère des infos, je les sors, je les affiche. Les couches vraiment métier critiques, j'ai pas eu à les toucher. Ils ont des parties vraiment de calcul sur les caractères de leur moteur. Ça, j'ai pas eu à le toucher, c'était plutôt confort. Donc voilà à quoi ressemblaient au final moi mes classes de service. J'ai juste je sais pas si ça se voit, c'est un peu bas. Juste une méthode de lister mes combinaisons accessoires. J'instancie ce que QueryFirst m'a donné, je fais un exécute avec le paramètre, et puis ça roule. Donc les grids. Après, pourquoi j'ai fait du Kendo Grid? Parce que je pouvais. Ma boîte, ils ont des licences de dev pour faire du Telerik et du Kendo Grid. C'est confort quand on a des composants un peu puissants.
Je voulais être rapide sur la partie visuelle. Ça m'a permis de ne pas perdre de temps à mettre en place des trucs un peu sexy visuellement. Les composants, enfin moi j'ai l'habitude de travailler avec, c'est quand même plutôt sympa. Et pourquoi j'ai fait du REST WCF? Je voulais sortir en fait, je voulais sortir, je sais pas ce que va devenir l'appli dans les années à venir. Je voulais sortir ça, ça aurait été classe d'avoir une jolie web API. Mais j'allais me retrouver avec un autre projet, une autre archi, j'avais pas le temps. REST, ça me paraissait un minimum. Et puis, une couche de service, voilà, ça s'intégrait sans toucher à l'archi existante. Euh, Alors, j'ai pas mis d'exemple de comment j'initialise une kendo grid en JS. Une belle doc qui explique ça. Euh, donc, les gains que j'ai eu par cette refonte, les perfs, je suis sur de l'Ajax. Ma page, du coup, j'ai plus une grid avec des requêtes à taper, à aller chercher. Du coup, la page, elle s'affiche plus vite. Le chargement est différé, le chargement de la grid est différé, mais du coup, j'espère qu'ils ont une sensation de rapidité qui est un peu meilleure. J'en sais rien, mais j'espère. Je pense qu'ils voient vraiment la différence quand ils font une passe d'une page à l'autre. Pour l'anecdote, j'ai pas tout ce qui est paging, filtre. Non, pas les filtres, juste le paging et le tree. Je suis resté sur les composants natifs de KendoGrid. Il n'y a pas une volumétrie qui justifiait de repasser à chaque fois en base de données. J'ai testé ça même sur ce qu'ils avaient de plus gros. Il y avait peut-être je sais pas, une centaine de pages de tableau. Je pouvais les trier et changer de page. C'était super fluide, il n'y avait pas trop de soucis. Je sais que les utilisateurs ont des navigateurs plutôt récents. Ils n'ont pas demandé de valider en dessous d'IE10. C'est cool. Donc ça marchait bien. J'avais plus qu'une requête SQL, du coup, même si sur le ressenti, voilà, quand on est tout seul sur un poste, on ne voit pas trop, mais je pense que les perfs globales, le jour où l'appli passe au niveau du groupe et qu'ils ont une palanquée d'utilisateurs, ça va se sentir. La recherche, donc ils avaient des tableaux avec des champs de recherche au-dessus, pareil, c'est de l'Ajax. Il n'y a plus de post-back, on recharge à chaque fois complètement la page. Ça a l'air tout bête de nos jours, mais quand on passe sur une appli super vieille comme ça, c'est révolutionnaire pour les utilisateurs. Ils vont se dire, mais ça marche pas la recherche. Si, c'est déjà arrivé. Je l'ai vu ça. Mais ça marche pas quand je clique, il se passe rien. Si, c'est déjà arrivé en fait. Ça va vite maintenant. Ça flash plus sur la page. Côté ergo, du coup, j'ai des grids qui sont facilement triables, filtrables. On peut changer de page. Ça, c'était. Je crois que les trees, ils n'étaient pas de partout. Là, j'ai pu en laisser un petit peu plus qu'avant. Ça leur servira. La possibilité d'ouvrir des boutons dans des nouveaux onglets, de cliquer les liens sur les boutons, de faire un clic droit vers un nouvel onglet. Pour eux, c'est révolutionnaire ça quand ils ont fait ah enfin. Parce que des fois, ils travaillent, ils veulent afficher dans deux onglets leur moteur, leur carte de contrôle. Là, ils ne pouvaient pas, il fallait qu'ils ouvrent deux fois, qu'ils fassent la recherche, qu'ils ouvrent dans un, qu'ils ouvrent dans l'autre. Là, ils peuvent ouvrir dans des nouveaux onglets. C'est super confort. Pareil, ça a l'air complètement bête de nos jours, mais quand on l'a pas, à l'utilisation, ça rend dingue parce que c'est des ingénieurs qui ont entre 25 et 40 ans. Ils utilisent Internet et des navigateurs de nos jours et ils savent ce que c'est un site dynamique. Et du coup, ils arrivent au boulot, ils ont un truc pire et ça la fout mal quand c'est pire au boulot qu'en bas. Donc ça, c'était vraiment important. J'y ai passé beaucoup de temps. Ça, c'est mon autre truc rigolo. Moi, une fois toutes les grids de l'appli refondues, j'ai refait toutes les grids de l'appli. Je voulais aussi que ce soit uniforme. J'allais pas laisser certaines avec des vieux composants et puis d'autres pas. Voilà, c'est ce que j'ai vendu au client. Il faut que ce soit uniforme. S'il apprend à maintenir un truc, il faut que ce soit pareil partout. Il y a un autre truc dont j'ai plus parlé depuis un moment, c'était ça. Enterprise Library. Quand j'ai préparé les slides, c'était compliqué en fait de tout redétailler en fait pour résumer tout ce que j'ai opéré de ce côté-là. Il a fallu que je prenne des notes au quotidien. J'avais parfois l'impression d'être
sais pas comment dire, un opérateur qui essaie de brancher des câbles et de tourner des boutons dans tous les sens pour faire en sorte que ça marche, parce qu'il y avait tout qui arrivait en même temps. Et c'était compliqué. Je ne saurais pas vous dire exactement par où je suis repassé pour tout. Néanmoins, je vous ai déjà un peu détaillé la partie accès base. Pour la partie login et gestion globale des exceptions, j'ai fini par retrouver l'outil dans les nouvelles versions. Alors j'ai eu de la conf à refaire, puisque les noms des classes avaient changé, la façon de l'injecter. Des fois, j'ai pas réussi à mettre ça en fichier de conf, j'ai passé ça dans le code, dans le Global Ajax. Ça marche aussi, c'est des pratiques différentes, mais voilà, j'ai jonglé un petit peu avec tout ça. Il y avait une partie injection, une dépendance, en fait elle était juste utilisée en interne par les autres composants, l'appli s'en servait pas. Du coup j'ai pas eu besoin de déployer Unity. Pour une appli de ce volume là, c'est pas très grave je pense, si un jour vraiment il y a du gros à faire. Mais voilà ce qui me donnait l'impression de faire Enterprise Delivery des fois, c'était un petit paquet de câbles, je sais pas où. Petit bonus client, j'ai pu dégager un petit peu de marge sur les devs. Qu'est-ce que j'ai pu refaire, sur quoi j'ai pu retravailler? Les drops de list, j'en avais parlé au départ. Je ne les ai pas passés en kendo, sauf quand elles étaient intégrées dans une grid. Là, c'était plus pratique d'avoir un chargement dynamique. J'ai juste refondu l'appel à la base via Query First, comme je l'avais fait pour les grids au départ. Donc j'ai un chargement unitaire en code behind, mais la plupart sont c'est chargé une fois, il n'y a pas vraiment de péril. On n'a pas des drop-down en mode cascade qui se paramètrent l'une l'autre. Donc j'avais pas de raison d'en faire trop là-dessus. Une master page, il n'y en avait pas. Ça c'est pareil, des fois quand il y en a, on se dit bon, je sais pas ce que ça sert. Si, sérieusement. C'était hors PMV. C'était pas quelque chose qui intéressait beaucoup le client. Sauf que moi, quand j'ai voulu mettre au propre toutes mes inclusions JavaScript, CSS, parce qu'il y a eu 2-3 modifs, j'ai un peu craqué. Je suis repassé sur toutes les grilles, donc je me suis retrouvé à repasser sur toutes les inclusions dans tous les fichiers. Je me suis dit, tant qu'à repasser partout, autant les refaire. Du coup, j'ai posé ma master page. Ça m'a pas pris tant de temps que ça. J'ai dû passer une demi-journée peut-être à créer ma master. Et puis du coup, mes includes de JS sont propres dans un seul fichier. J'en ai plus, c'est plus dupliqué de partout. Encore une fois, ça a l'air de rien quand on a l'habitude de bosser un peu proprement, mais quand on la passe, ça manque beaucoup. Du coup, la prochaine évolution de style JS, je pense que je serais content de l'avoir fait. Si je veux retravailler dessus, ça servira bien. Un petit bilan de tout ça. Je suis dans des temps qui vont bien. Pourquoi ça a marché? Parce qu'aujourd'hui, a priori, c'est en prod, les utilisateurs s'en servent. Tout le monde avait l'air plutôt content du boulot qui a été fait. Pourquoi ça a marché? Une gestion commerciale. En tant que dev, en société de service, on adore se plaindre des commerciaux qui ne comprennent rien à ce qu'on fait, que de toute façon, ils sont là que pour vendre de la viande. Et ben pour une fois, j'ai une commerciale qui a fait les bons choix. À savoir vendre un audit, même si c'était appris un petit peu fort. C'était vraiment une bonne idée. Ensuite de packager les chantiers de la phase 2 à la carte. Concrètement, ce que j'avais fait pour le chiffrage, c'est que tous les chiffrages que j'ai donnés aux clients, c'était en gros en unitaire. Si on fait cette tâche toute seule, elle prend tant de temps. Ça a permis de faire un chiffrage un peu gros qui a peut-être fait un peu peur aux clients, mais quand il nous a dit moi j'aimerais bien tout ça, en regroupant des choses, le chiffrage baissait puisqu'il y a des choses qui se mutualisaient. Ça lui a été expliqué en ces termes. C'était vraiment pour qu'il puisse choisir. Je crois qu'en 25 jours, j'ai dû regrouper à peu près 35 jours de dev qui étaient prévus. Donc ça a été je pense que c'était un bon micmac commercial pour valoriser un peu tout ce qu'il y avait. Et puis l'audit a donné une première illustration de nos capacités à prendre en main leurs problématiques métiers et techniques. Ensuite, pourquoi ça a marché? Il y a le client. Je n'ai pas parlé beaucoup, sérieusement, parce qu'on sait beaucoup les clients. J'ai rarement eu des clients comme ça. Il m'a jamais rien demandé pour l'avant-veille. C'était pas non mais il faut que ce soit fini tout de suite. Il me disait
Il y a pas, ça serait bien que ce soit corrigé vite, mais on n'a pas une urgence métier où il faut livrer demain. Il faut prendre le temps que ce soit fait proprement. De toute façon, les utilisateurs mettent des fois du temps à répondre. Il n'a jamais râlé que c'était trop cher. C'était plus sa direction. Mais lui, en gros, il disait non, les prix ne me paraissent pas déconnants. Maintenant, j'ai que ça de budget. Comment on fait? Il était plus en recherche de solutions plutôt que de râler ah, c'est trop cher, c'est pas normal. Il a toujours répondu présent à mes sollicitations. Quand je lui demandais des choses, des éléments, s'il pouvait m'aider à comprendre certains blocs de l'organisation de la base, certaines fonctionnalités métiers, il répondait toujours assez rapidement. Il n'a jamais botté en touche la partie du travail. Quand ses utilisateurs devaient tester, s'ils étaient un peu longs à tester, il les harcelait par Skype, par téléphone. Il faut tester, il faut que ça avance. Voilà, du coup, il a vraiment fait son boulot. Il a fait ce qu'il faut pour mobiliser voilà, ses utilisateurs et avoir un retour construit, constructif et complet, sorti du... parce qu'on en avait en particulier, c'était toujours le même. Alors là, de toute façon, ça marche pas ce qu'il a fait. Non, mais qu'est-ce qui marche pas? Quel est le cas? Du coup, il les faisait un peu... il les forçait un peu à formaliser. Alors des chargeux, ne savaient pas faire. C'était pas leur métier. Du coup, lui, il a essayé de leur apprendre un petit peu. Et du coup, lui, il m'a toujours fait des retours, voilà, c'était constructif, c'était utile, c'était détaillé tant que possible. Et voilà, donc il a vraiment été, dans cet interlocuteur, c'était super agréable de bosser avec lui. On a bossé en pleine confiance. Moi, je savais que je pouvais lui faire confiance sur ses parties, il me donnait entière, enfin, il m'a laissé carte blanche quand je lui disais, je pense qu'il faut faire ça, bon, d'accord, si tu penses qu'il y a le temps dans le budget, fais. C'était vraiment un client agréable à travailler avec. Et puis le dev, évidemment, pourquoi ça marchait avec des conditions comme ça, j'avais pas le droit à l'erreur, même si sur le coup on les voit pas forcément tout de suite. Les conditions au final, avec le recul, si je m'étais planté en ayant tout ça, c'était pas, ça se fait pas. Sans être sexy, on est en vb.net 1.0, c'est intéressant à investiguer. On prend une appli, il faut comprendre comment ça marche, il y a tout à faire. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est d'être tout seul en fait sur un projet comme ça. Il n'y a pas de garde-fou. Je fais bon, j'ai envie de faire ça, je le fais. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il faut assumer derrière et puis essayer de compenser, de trouver autre chose, de compenser les boulettes qu'il peut y avoir. Moi, ça, c'est un mode de fonctionnement que j'aime bien. Pas tout le temps, mais de temps en temps, sur des petits projets, ça marche bien. Autre élément qui fait que ça a marché, je ne l'ai pas noté, c'est une petite appli. Il y a quelques années, j'avais fait un POC sur une vieille appli, le même type de POC, c'était de 1.0 à 4.0. À l'époque, c'était en Visual OS 2010. C'était une appli, c'était pour Carrefour, c'était une appli un peu monumentale. Là, les erreurs de compile, c'était pas 400 que j'avais, c'était plus de 6000. Enfin, la taille de la pile était dépassée, il ne pouvait pas tout m'afficher. À l'époque, j'avais un peu moins d'expérience aussi, j'étais vite paumé sur le POC et j'aurais été incapable de mener une migration comme ça de front. Là, sur une petite appli, c'est gérable. Il faut prendre les choses un petit peu dans le bon sens et concrètement, ça marche. Je vais quand même faire un peu d'autocritique parce que c'est comme ça qu'on avance. Je me suis posé la question ce que j'aurais pu faire mieux. Je pense que j'ai une approche un peu trop frontale. Alors pendant le POC, j'avais peut-être difficilement le choix, mais à me dire, je migre le framework, Enterprise Library, tout d'un coup, et j'ai plus rien qui marche, et je gère. Je pense que c'était un peu trop brut comme ça, et j'aurais peut-être eu du gain à apprendre, à essayer de monter une autre solution à côté, puis de prendre les briques une par une, de reconstruire des choses. Je pense que ça aurait été... c'est ce que je dis là, voilà. Je pense que ça aurait été plus efficace. Après, c'est pas faisable pour tout. Quand on a une appli qui est un peu vieille, des fois on prend une brique, puis c'est le principe du spaghetti quand il y a tout qui débarque avec. Mais je pense que j'aurais pu avoir peut-être un petit gain avec une démarche comme ça. Si j'avais monté une appli où je m'étais occupé d'abord de la config d'Enterprise Library, et de façon incrémentale, voilà, module par module, j'aurais gagné du temps. Je pense vraiment à me créer un projet avec Enterprise Library en me disant l'autre il a besoin d'une brique de log, il a besoin d'une partie avec ses données, je pense que j'aurais eu du gain là-dessus.
Je l'ai peut-être joué petit bras sur la question RM. Ça aurait pu, je pense que ça aurait pu passer dans les délais ou pas, je sais pas trop. Ça aurait peut-être pu être pratique pour la suite d'avoir un ORM, je sais pas, peut-être en code first qui gère des migrations, je sais pas, la question reste un peu ouverte. À la limite, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis il y a des petites choses que j'ai laissées des fois un petit peu en plan. J'ai pas eu le temps de tout finir. Je m'en suis rendu compte quand je reparcourais le code pour préparer les slides. Je me suis dit, j'ai fait ah mince, j'ai laissé ça. Des gros blocs de code commentés, il y a des trucs comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a par-ci par-là. Plus j'ai raté un ou deux petits trucs. Après, c'est pas rédhibitoire, c'est pas fini puisque dans les mois qui viennent, je pense qu'il y aura d'autres évolutions, il y aura l'occasion de retravailler sur le code et de continuer cette amélioration du code en tâche de fond. Euh, voilà, c'était souvent faute de temps parce que le délai est un peu court. J'ai fini dans les temps, mais c'était 25 jours, on ne peut pas s'amuser à trop zapper. Quelques questions-réponses si vous avez des remarques, des critiques, vous, si vous avez des idées de comment vous auriez géré. Est-ce que, en m'écoutant, vous vous êtes dit, mais là, pourquoi il a fait ça, c'est naze. Je suis preneur. Des pistes pour mieux faire la prochaine fois. Et dans tous les cas, merci de votre attention. Donc si je comprends bien, en fait, tu vas reprendre cette mission après, au cours de l'année? En fait, donc pour la suite de l'histoire, ça sera peut-être pas cette année, à moins qu'il se passe des choses, ça sera peut-être plus un budget sur l'année prochaine, mais c'est pas définitif. Le but était de proposer l'appli au groupe. Aujourd'hui, l'appli est présentable, donc ils vont la présenter. Le seul truc, c'est que pour la présenter au groupe, il va falloir la faire évoluer. Pour la faire évoluer, il faut des fonds, et pour avoir des fonds, il faut qu'ils aient des projets qui justifient au niveau du groupe l'utilisation du truc. Donc ça se mord un peu la queue. Ils ont les pistes, ils savent que ces pistes business vont arriver, mais tant qu'elles n'arrivent pas, ils auront du mal à débloquer les fonds, les fonds pour lancer les projets. Néanmoins, il y a peut-être d'autres pistes, parce qu'aujourd'hui, ils sont moins de 5 utilisateurs. L'appli risque de passer en mode international, où il va falloir traduire toutes les infos en espagnol, en anglais, en italien, en allemand. Et ils vont avoir des points régulièrement avec les utilisateurs sur toutes les langues. Et du coup, si ça se met en place, il va y avoir des besoins récurrents qui vont se créer. Du coup, il y a de fortes chances que je retravaille dessus. Donc c'est une appli que j'ai remis à jour. Dans l'idée, normalement, on va retravailler dessus. Et comme je disais, le client c'est vraiment une crème, donc ça se passe bien avec lui. Moi, j'ai hâte de pouvoir en travailler avec. Si j'ai bien compris, Enterprise Library, c'était un espèce de brouillon pour les features .NET. Est-ce qu'il y avait une contrainte du coup à garder Enterprise Library plutôt que de passer sur les features équivalentes dans le framework ou des packages NuGet ou des trucs comme ça? Alors j'aurais pu en sortir peut-être un peu plus, j'en ai déjà sorti, comme je disais, la partie injection, ça n'a pas été réutilisé. La partie log, je suis resté dessus parce qu'au final, une fois mis à jour, les méthodes restaient les mêmes. J'ai juste mis à jour le paramétrage. J'aurais pu passer sur un log4net, sur autre chose, mais c'était déjà en place. J'avais pas le temps de tout refaire. Je pense que ça serait un bon truc d'en sortir complètement à terme, puisque c'est pas, il me semble pas que ce soit un produit qui soit particulièrement mis en avant par Microsoft. Enfin, j'en avais jamais entendu parler. J'en ai discuté autour de moi. La plupart des gens ne connaissaient pas du tout cet outillage-là. Donc, ça fait partie des choses en plan, effectivement, où on doit pouvoir couper tout ce qui traîne. Si il y a l'injection, on mettra un Unity. Il y a d'autres briques de log qui sont mieux mis à jour et mieux supportés d'un point de vue communauté. Enfin, si on a un problème avec les logs de Enterprise Library, on ne trouve pas grand chose sur Stack Overflow. Si c'est avec Log4j, c'est un peu plus d'aide. Donc je pense que voilà, ça pourrait être un chantier à venir. Du coup, tu as pu mettre en place des tests ou des choses comme ça pendant le temps que tu avais? Non, j'ai pas pu. Je l'avais envisagé ça quand on avait. Donc non, j'ai pas mis en place de tests automatisés. J'aurais bien voulu.
j'ai pas su le faire, j'ai pas su trouver le temps, j'ai pas su dégager le temps pour le faire. Là où ça deviendra critique de le faire, c'est, j'en parlais tout à l'heure, là ils ont une partie métier à laquelle métier calcul pur. La première fois qu'il m'en a parlé au premier entretien, à la prise de contact, quand il m'a parlé justement de ces infos-là, en gros ils ont un espèce de compilateur de méthode de calcul dans l'appli qui leur envoie des valeurs. Quand il m'en a parlé, j'ai dit il n'y a pas de test automatisé là-dessus. Non, là-dessus, si jamais ça se doit bouger, il faudra un package de tests minimum là-dessus pour sauvegarder ça. Parce qu'ils à chaque fois qu'ils ont touché, il y avait un paquet de régression. Après, il n'y a pas trop de métier sur ce que j'ai fait. Donc c'était pas éminemment critique, c'était vraiment la fonction utilisateur, j'ouvre une pop-up, je fais des recherches de données. Ça aurait pu, mais voilà. Entre guillemets, j'ai pu m'en passer. J'aurais pu avoir des tests sur mes requêtes, je pense, pour vérifier qu'effectivement elle ramenait bien les infos qui étaient prévues, puisqu'il y en a deux, trois qui étaient un petit peu. En gros, il y a une espèce d'arborescence de données et ils avaient des requêtes historiques qui partaient d'en haut, qui affichaient le bas, et ils m'en ont demandé une qui partait du bas pour afficher ce qu'il y avait en haut. Et là, je pense que j'aurais pu consolider ça, puisque j'ai pas mal galéré là-dessus, j'aurais pu consolider ça avec du test, je pense. Et l'autre truc après, c'est peut-être des outils comme Sonar ou MDPen ou des trucs comme ça. Je sais pas du coup si ça peut marcher sur du .NET 1. Mais justement, pour essayer d'analyser ton code, pour justement trouver le code mort rapidement, trouver Ouais. là où se concentre la complexité au moins technique. Enfin, moi je sais que c'est des outils quand j'arrive sur une base de code que je maîtrise pas bien, qui me rendent bien service pour vite identifier les zones problématiques, quoi. Après, c'est des trucs, j'y ai un tout petit peu pensé au départ, c'est des choses que j'ai pas eu l'habitude de mettre en place. J'aime bien quand c'est en place sur des projets. Après, je les avais pas forcément, mais c'est une bonne idée ça, à faire pour finir d'élaguer les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de. Quand je prenais une méthode qui était appelée par une proc-stop, que je la passais dans CoreForce, j'essayais de la virer, sauf que des fois, il y en avait une, deux, trois. Quand je virais une grille, il n'y avait souvent pas qu'une requête. J'essayais de nettoyer, il se peut que j'ai pas tout nettoyé, donc s'il y a du code qui n'est pas appelé, ça peut être des bons outils. C'est une bonne. Ouais. Bon, les outils faciles à mettre en place pour quand on arrive sur notamment une appli web, ASP.NET, Webform, MVC, il y a un outil que je trouve vraiment en quick win, qui est vraiment terrible pour tout de suite identifier les requêtes qui partent quand on charge la page. C'est bien sûr. Mini profiler. Mini profiler. Voilà, mais l'équivalent c'est mini profiler, mais il y en a un autre. Bon, c'est un super outil. D'accord. Je note le nom, je me rappellerai. Ça s'installe, en fait c'est un nugget, ça s'installe en 2 secondes, je le retrouverai. Et bon, mais c'est comme un microprofiler, c'est un peu le même principe. En fait, on installe un nugget et ça va afficher en bas de la page un certain nombre d'informations. Donc notamment le temps qu'a pris la page à charger côté client, le temps qu'a pris la page à charger côté serveur. Et avec les bons packages, on a aussi les requêtes SQL qui sont parties et le temps qu'elles ont mis à être exécutées. Et ça, typiquement, pour détecter avec de l'Entity Framework, ça marche très bien, mais aussi avec de la DO.NET, bien sûr. Et pour voir les erreurs typiques de N+1, on voit que voilà, je charge la page et là il y a 100 requêtes qui partent. C'est juste évident. Voilà. Et ça s'installe, enfin je pense qu'on fait marcher en un quart d'heure. Et pour vraiment voir les pages qui envoient 500 requêtes alors qu'on s'en attendait en avoir 2-3. Typiquement, avec Entity Framework, c'est standard. Les développeurs qui n'ont pas fait gaffe au problème de lazy loading et qui envoient une requête qui pensaient en faire une et qui en font 500 quoi. Mais là c'est un peu la même histoire quoi. Quand la proc stock est appelée pour chaque data row, c'est un peu le même genre de problème. Et là ça permet de montrer au client, vous voyez là, pour la moindre page,
il y a 100 requêtes qui partent. Et peut-être pour justifier aussi le travail, de dire regardez, dans le rapport d'audit, regardez, il y avait 300 requêtes et maintenant il y en a une. Ouais, c'est des. Mais c'est des. C'est Glimpse. Glimpse, bien sûr. Voilà. Bah, merci pour le suivre. Après, c'est vrai que je manquais un peu d'outils des fois. Je l'ai un peu fait voilà, en mode frontal. J'y suis allé à la rang avec mon couteau. Ouais, c'est des bonnes infos. En parlant d'outils, t'as une licence à faire gagner. J'étais en train d'y penser, je me suis dit flux, j'ai pas de. En général, il pose une question, puis qui c'est qui. Faut que je trouve une idée rapidement, c'est ça? Ouais. Ça va être compliqué. Dis-moi. Est-ce que tu as pensé à utiliser un outil pour traduire tout le code VB en C#? Non, puisque le client voulait rester en VB. En fait, moi j'aurais rêvé de traduire tout ça. Effectivement, je serais passé par un outillage, je ne l'aurais pas fait à la main. J'en fais régulièrement un petit peu à la main, quand il y a deux méthodes à traduire, ça va. Après, voilà, le client, il est un peu frileux sur la migration de langage, parce que il a peu de temps, à consacrer. Là, voilà, si on lui demande de corriger vraiment des tout petits pouillèmes, là maintenant il va savoir le faire. Je lui ai représenté un petit peu l'appli. Mais vu qu'il n'a pas le temps de se réinvestir, il est frileux à l'idée d'avoir une grosse migration où il sera intégralement dépendant d'un prestataire. C'était pas le but. Mais sinon, ouais, ça aurait été cool de tout traduire en C#. Mais quitte à tout traduire en C#, on traduisait tout en MVC aussi. On réécrivait tout en MVC. Mais j'aurais aimé. La prochaine question gagne une licence de Et s'il n'y en a pas, je vais trouver autre chose. Ah, vas-y. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit passé aussi bien qu'au client est lié au fait qu'il s'agisse d'un ancien développeur? Alors clairement ça aide. Après oui forcément ça aide parce il sait ce que c'est de maintenir son appli, il sait le boulot qu'il y a derrière, donc il était compréhensif sur les délais et les charges avancées. Après c'est pas parce que c'est un dev qu'il est sympa. Enfin, il y a juste un facteur humain qui fait que lui il a cette capacité. Il a cette capacité d'écoute, cette capacité à faire confiance et puis à instaurer des choses intéressantes. Alors clairement, ouais, ça joue que ce soit un ancien dev, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Enfin, il y a vraiment la personne. Là, c'est purement du subjectif, du rapport humain. Voilà, j'ai un très bon contact avec lui. Ça marche dans les deux sens. C'est cool. C'est pas parce que je suis un génie et que lui aussi, c'est juste qu'on s'entend bien, il y a un bon créneau qui passe. Ça marchera peut-être moins bien avec d'autres gens qui sont aussi d'anciens développeurs. Enfin, j'ai eu des cas, des chefs de projet qui étaient d'anciens devs et ça se passait très mal. Parce qu'on n'avait pas du tout la même vision du dev et de la vie du projet. Et c'était beaucoup plus compliqué. Et pourtant, c'est un ancien dev. Donc c'est pas une fin en soi, ça suffit pas. Clairement. D'ailleurs, sur les 25 jours, comment tu as fait ton transfert de connaissances? Parce que du coup, tu as apporté de nouvelles technologies à une personne qui ne connaissait pas forcément .NET 4.5. Alors le transfert, c'était honnêtement, je pense que ça a été trop rapide. À mon avis, il va galérer s'il a des trucs à gérer. Je pense qu'il va galérer. Après, en off, je lui ai dit s'il a des trucs à me demander, qu'il m'appelle, même si c'est pas facturé, si je vais pour une demi-heure, à lui répondre, je prendrai le temps. J'ai pris, alors sur les 25 jours de dev, en gros, j'avais fini mon cycle de dev à peu près en, je crois, 18-19 jours, quelque chose comme ça. Après, ça a été un peu les dernières itérations, en phase de recette finale, où du coup j'avais un process un peu plus long parce qu'à chaque fois je relivrais, ça repartait chez lui sur son serveur. À l'origine, c'était sur une intégration qui était chez nous, ça allait plus vite. Et sur la fin, j'ai quand même passé un peu de temps à lui montrer, à lui paramétrer son environnement de dev sur son poste à lui. Il s'était installé son VS 2015, donc j'ai pris une heure à faire en sorte d'être sûr qu'il y avait tout ce qu'il fallait en termes de. Il n'y avait pas grand chose, mais qu'il y avait tout que ça compilait, qu'il pouvait lancer.
C'était juste ça. Je lui ai montré les 2-3 vraiment points clés, comment on paramètre une Kenmogri. Ça, je ne connais pas du tout. Après, je lui ai présenté, il a regardé, il s'est dit oui, si, en fait, ça va, ça se défend, il y a un data source, il y a des paramètres, filters, machin, tout va bien. Ah bah oui, il y a une URL qui pointe vers mon service, ok, le service, il y a quoi? Ah, il y a juste un appel, ça va tout seul. Je lui ai montré le query first qui était généré. L'un dans l'autre, c'est pas le plus grand dev du monde, mais il a quand même 20 ans d'informatique derrière lui, donc il saura se débrouiller. Je pense et j'espère. Mais s'il y avait eu s'il avait eu un dev en interne, par exemple, qui était moins capé, il aurait fallu prendre plus de temps là sur la. Après, il reste un petit peu de charge à passer. Hein. Là, j'ai fait 2 jours bien sur le truc. On pouvait passer, s'il y avait besoin, on pouvait passer une journée. Vraiment, je prenais le temps de passer sur tout le code, montrer tout ce qui avait été fait. C'était quoi le budget? Je sais pas. En fait, moi, j'ai retenu que le nombre de jours. Ça peut se recompter. Je crois que l'audit, c'était 12 jours à un TJ qui était autour de 690. On dit que c'était bien vendu. Et le dev, c'était 25 jours qui devait être peut-être plus à un TJ à 500, quelque chose comme ça. À peu près. J'ai plus le. C'était autour de ça. C'était peut-être un peu plus, un peu moins, mais c'était cet ordre d'idée-là. On avait du. Donc 25 par 5, ça fait du 25 000. Ouais, ça devait faire quelque chose comme ça. Une grosse maille. S'il n'y a plus de questions, on va prendre l'apéro, c'est ça? Ouais. Merci. Ah, il y en a une dernière. Tu n'as eu aucun problème de régression vis-à-vis du C# en lui-même Et ben en fait, la seule vraie grosse régression qu'il y a eu, c'était le fait que les data sources des composants ASP.NET ne prenaient pas de data reader en entrée et que toute l'appli était basée là-dessus. C'était vraiment c'était le plus gros truc. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas de code spécifique, il n'y a pas énormément de code en fait dans l'appli. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une appli qui était quand même facile à migrer. Parce qu'il n'y avait pas trop de choses spécifiques, vraiment sur le langage pur. J'ai pas souvenir de gros écueils. Il y en a sûrement eu des petits, mais j'ai pas souvenir de gros écueils. Voilà, le principal c'était Data Source, Data Reader, c'est le truc qui m'a plombé le début du POC. Voilà. Merci.